Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. 8e édition de la fête identitaire Toli Kunkankwe fait une réorganisation de la fête de l'ère Toli. La fonderie, un métier ancien aux avantages quotidiens mais qui est à la disparition inquiétante. Finale de la 6e édition du tournoi Vive la jeunesse. Fin Kamen s'incline devant Akokonawa. L'initiateur Krépin Bagboche et le parrain Bernard Bouton réunissent la jeunesse de la commune de Dangbo autour du Curon. Et puis, interpellation et condamnation des ravisseurs de Steve Amoussou. Que comprendre? Le juriste Roger Avossez-vous nous en parle dans ce journal. À nouveau, salut. La commune d'Akro-Misirité a abrité la 8e édition de la fête identitaire de Toli Kunkankwe du 5 au 8 septembre 2024. Laissée depuis quelques années pour plusieurs raisons, cette édition entre dans la réorganisation effective de la fête chère au Tolinou. Sophie Moukari et Grégoire Mbedi ont signé ce reportage. Cette année, du jeudi 5 au dimanche 8 septembre 2024, la commune d'Akro-Misirité est le théâtre d'un événement exceptionnel, la réorganisation de la fête identitaire Toli Kunkankwe après plusieurs années d'absence. Une fête ethnique qui permet aux uns et aux autres de se connaître mutuellement et même inculquant l'union au sein de cette communauté. Le retour de cet événement qui marque la 8e édition témoigne d'une volonté collective de raviver les coutumes et de célébrer l'identité culturelle des Djaka. Cette célébration suscite des impressions et appréciations. Mes impressions sont très bonnes et c'est formidable. Et cette édition, c'est pas aussi, c'est plus ou moins par rapport à l'édition précédente. Les raisons de l'interruption de cette fête étaient multiples. Les festoyants présents expriment pourquoi une telle pause chronique. À cause des décès, les vrais leaders sont décédés et ceux qui ont resté à la tête ont fait un effort pour que la fête soit lieu. Donc, je prie ceux-là qui sont à la tête aujourd'hui et que Dieu leur donne la force de pouvoir continuer et de parfaire. Et surtout, d'être dans la fraternité. Parce que c'est dans la fraternité que tout marche. Et quand on est ensemble, on est unis, je crois que tout marche très bien. Mais nous organisons nos support et coup. Bon, mais nous nous comptons là. Mais il va être fort. Donc on l'a vu sur un oblé. On l'a vu sur un oblé. Et même dans les coups comme nous des bâtons du bord. Mais les gars montant d'or comme il y a pas comme vide. Les différents conseils sont lancés suivis des prières à l'endroit du bureau exécutif. Et quand il y a du sérieux dans quelque chose, ça évolue. Vous voyez, non? Et il n'y a rien sans argent. Et là où il y a l'argent, on sent toujours la division. Tu vois, non? Donc, j'ai pris ceux-là qui sont là maintenant, là, et d'être véridique envers eux. Sans la vérité, rien n'évolue. Mais donc, vous servez vous, nous là, oh, nos vies, nos vies, nous des codopaniers, nos vies, ou un codopa, amon nous devons nous mettre où, et maillon, nous devons nous mettre où, nous plaît, amon, et gros, mais des nous collègues, sur quelqu'un qui a boulé, mais il fallait qu'on coule, mais sous pas, mais les temps maintenant. Pour une meilleure réorganisation de cette fête identitaire, il serait important que le bureau exécutif veille sur les bonnes voies. Rappelons donc que cette reprise a connu quelques faillites qui seront corrigées pour l'édition 2025.
La fonderie est un métier qui joue un rôle essentiel dans notre quotidien, bien que son importance soit souvent méconnue. Bien qu'elle consiste à transformer des métaux en objets utiles partant des pièces industrielles aux éléments décoratifs, ce savoir-faire en déclin contribue à l'économie locale. Alessandre Kewale et Sergio Acoteyon ont fait le constat. C'est dans ce reportage. La fonderie, un métier ancestral jouant un rôle essentiel dans l'industrie artisanale, transformant les métaux en pièces indispensables à notre quotidien. Cependant, malgré ses avantages indéniables, ce métier est en déclin. Souvent méconnu du grand, la fonderie regroupe des professionnels passionnés par le travail des métaux et la création de formes complexes allant des composants industriels aux objets d'art. D'où il est de bon ton qu'une enquête soit faite sur les différents lieux de fabrication des objets d'art. Nous sommes dans quelques communes du département de Lomé où ce précieux savoir-faire préserve une partie de notre patrimoine artisanal. Nous fabriquons des différents modèles d'articles servant à la cuisine et aux travaux champêtres. C'est seulement le sable et fer gâté ou aluminium qu'on utilise. Même si ça arrive et quelqu'un en possède des casseroles et autres choses contenant d'aluminium déjà gâté, nous réparons ou même changeons de module. Nous ne payons que des fers aluminium gâtés. Les articles formés par les fondeurs sont livrés aux bonnes dames sur les marchés de vente dans ce département. Quelques extraits renchérissent les appréciations chez ces dernières, suivi également de la différence entre les articles formés au Bénin et celui importé. Il y a d'autres clients qui viennent témoigner la qualité des articles locaux qu'ils ont payés chez nous. Par exemple, les miens que j'utilise chez moi à la maison sont ceux fabriqués chez nous, mais depuis des années d'utilisation, ils n'ont pas encore de problème. Donc, ceux qu'ils nous fabriquent sont plus originaux que ceux importés. Les apprentis présents expriment les différentes motivations et engouements dans ce métier. Ce métier de la fonderie dans lequel je suis est très bon. Si tu n'es pas paresseux, tu vas beaucoup récolter, c'est bien. C'est un métier qui m'attire à chaque fois que je prends par ici en allant à l'école. J'ai dû abandonner l'école pour commencer et par la grâce de Dieu, d'ici peu, je tirerai mon épingle du jeu. Ce métier négligé dans le nombre mais suscitant une valeur à visage découvert impose des difficultés que ces fondeurs dévoilent sans cesse. On rencontre certaines difficultés dans le métier. Par exemple, les matériaux qui nous servent à fabriquer les articles sont vendus à l'étranger. Les gens ne veulent plus nous vendre les matériaux. Ils préfèrent les vendre à l'étranger, ce qui donne de coûts ici au Bénin. Or, avec ça, il y aura la cherté chez nous. Nos clients aussi rencontrent des difficultés financières pour acheter les articles chez nous. Parce que mes supports de ben non quoi boudon wasson. Nos matériaux sont transportés à l'extérieur, ce qui fait la cherté chez nous. Or, les clients ne savent pas ce qui se passe sur le marché. Quelques appels sont lancés aux dirigeants du pays pour qu'ils veillent sur le domaine qui marque la présence du Bénin dans le rang des fabricateurs en Afrique. C'est ici au Bénin nous fabriquons les articles originaux, mais d'autres pensent que c'est venu du Ghana. Si ceux-là prennent par ici devant le lieu de fabrication, ils se demandent, mais ces articles sont fabriqués chez nous ici, mais pourquoi on nous dit que c'est pour le Ghana?
bon fouet bi tu vois on doit garantir ça ok mille rombai donc nous mettons zoroa nous mettons voler il va partir la société le bois molo il on a fille rombai dia pourquoi on doit garantir au vedena vena au président mito to garanto ni esi ganjale. Nous demandons au gouvernement de bien veiller sur nos matériaux pour qu'ils ne soient plus transportés à l'extérieur. Car sans cette tenue, nous ne pouvons rien faire. Pour promouvoir les richesses et potentialités dont dispose le Bénin, il est de bon ton qu'une valeur soit accordée au secteur industriel dans le domaine de l'artisanat. Rappelons que le sous-secteur de la fonderie, pilier de notre industrie et gardien d'un savoir-faire ancestral, ne doit pas être oublié. Alors, il est crucial que l'État béninois reconnaisse l'importance de ce métier et soutienne ses acteurs en investissant dans ce secteur afin que le patrimoine industriel dont dispose le Bénin ne soit pas dépourvu de valeur. Préserver ce métier, c'est aussi préserver une partie de notre patrimoine culturel et artisanal, puis garantir un avenir durable pour les générations futures. Parrainé par le conseiller communal Bernard Boton, la 6e édition du tournoi Vive la jeunesse de Kripé Bankboutier a eu lieu le dimanche 8 septembre 2024. Ce dernier match du dit tournoi a opposé l'équipe de Finkamé à son homologue d'Akoponawa. Sur 1-0, Akoponawa devient sacrée championne de ce tournoi. Urbine Lonou et Sylvain Aniglé ont signé le reportage. La 6e édition du tournoi Vive la jeunesse s'est bouclée ce dimanche 8 septembre 2024. Pour cette finale, l'équipe de Finkamé a croisé les crampons avec son homologue d'Akoponawa. Une initiative dont l'objectif est de promouvoir la pratique du sport dans la vallée et au Bénin et parrainée par le conseiller communal Bernard Boton. Depuis sa création en 2019, l'objectif de ce tournoi est avant tout le brassage entre les filles et fils de l'arrondissement. Il permet également aux jeunes de participer à la vie de leur territoire, d'avoir l'accès aux loisirs éducatifs variés et de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités de la pratique du sport tout âge. Au cours de ce tournoi, l'équipe d'Akoponawa a battu celle de Finkamé avec un score de 1-0. Heureuse de remporter le trophée de la finale de cette 6e édition du tournoi Vive la jeunesse, l'équipe gagnante exprime ses mots de victoire. On va vraiment aimer qu'il lance encore l'année prochaine parce que c'est notre première année. Vous voyez, donc du coup on est venu, on a vu comment les choses sont passées, on a trop aimé. Donc, et on prie Dieu qu'on soit aussi de la partie l'année prochaine. Et Dieu va les garder pour nous. Parce que sans eux, il n'y a pas nous. Et sans nous aussi, il n'y a pas eux. Et donc c'est la prière que je vais toujours faire pour eux. Dieu va les garder quand même. Eux, là où ils ont trouvé les primes, là, ce qu'ils vont encore en trouver beaucoup là. Le promoteur du tournoi a saisi l'occasion pour adresser ses sincères mots de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à l'organisation en beauté de cette édition. Ce réel plaisir est marqué par un double sentiment après avoir suivi tout au long de cette édition l'ensemble des matchs. En cette circonstance solennelle, je voudrais tout d'abord remercier mon parrain, M. Bernard Boton, pour les efforts inlassables en termes d'orientation stratégique, d'investissement financier et matériel sans lesquels on ne serait sûrement sur cette dynamique. Je voudrais également témoigner ma sincère reconnaissance à mon grand frère Isaac Bonou pour ses conseils. À vous tous ici présents, particulièrement les collaborateurs, les supporters, pour leur totale disponibilité et leurs engagements, à tous ceux qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Les regards sont donc désormais tournés sur l'édition prochaine du tournoi qui fera revivre l'ambiance sportive à ces amoureux du cuiron. Notons que la finale de cette 6e édition du tournoi Vive la jeunesse a eu lieu à Mitro, dans l'arrondissement de Zungué. Page invitée, c'est juste après cette virgule. Depuis bientôt un mois, il y a une actualité qui défraie la chronique au Bénin et au Togo. Il s'agit bien évidemment de l'arrestation de Steve Amoussou ou Frère Rouvi, je ne sais pas. Donc, interpellé le lundi 12 août 2024, il a passé une semaine de garde à vue et puis présenté au procureur spécial de la Criette et déposé en prison. Quelques semaines après, le procureur
procureur spécial de la Criette s'est auto-saisi de ce dossier en interpellant les ravisseurs de Steve Amoussou. Ils ont été jugés, déposés en prison, jugés pour 24 mois de prison, dont 12 fermes. Alors, pour parler de cette affaire de jugement des ravisseurs de Steve Amoussou, je vais recevoir Roger Avossez-vous. Il est journaliste et juriste de formation. Roger Avossez-vous, bonjour. Oui, bonjour, chers confrères, comment allez-vous? Très bien, merci. Et de votre côté? Je rends grâce à Dieu. Alors, je voudrais vous demander sans plus tarder, monsieur Avossez-vous, nous avons appris avec tout le monde que les ravisseurs de Steve Amoussou ont été interpellés puis jugés. Wanilo relâché. Les autres ont été jugés d'une peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 12 fermes puis 5 millions d'amende. Qu'en pensez-vous? Oui, chers confrères, avant tout propos, je voudrais partager avec vous une disposition de la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, laquelle loi a été modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Il s'agit de l'article 126 donc, de notre Constitution qui dispose: la justice est rendue au nom du peuple béninois. Les juges ne sont pas soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles. Fin de citation. Au regard de cette disposition, on se demande si l'article 126 a été respecté dans le processus, en tout cas au cours du verdict du 3 septembre 2024. À mon entendement, non, tout simplement parce que ce procès ne fait que révéler ce que la justice de notre pays est devenue. Je le dis parce que rien de ce qui s'enseigne dans les amphithéâtres de la faculté de droit, et mieux encore, ce qui se pratique dans le prétoire n'a été respecté. Pour le dire, il faut rappeler que il me sied de revenir rapidement au fait. Pour vous dire, nous avons été informés par les réseaux sociaux suite à une alerte de Martin Rodriguez, vivant à l'étranger bien sûr, qu'un compatriote à nous a été enlevé, si l'on serait enlevé en terre étrangère, à Lomé, donc au Togo, pour être plus précis, le 12 août 2024, comme vous l'avez su bien dit d'ailleurs. Le lendemain, nous apprenons par son avocat, M. Baparapé, que son client serait dans les mailles de la police républicaine. Il a d'ailleurs été gardé à vue pendant près de 8 jours. En tout cas, c'est le 8e jour pratiquement qu'il a été présenté au procureur pour être auditionné et mis sous mandat de dépôt. Nous en étions là lorsque nous avons constaté que malgré ces faits qui engagent la République, aucune voix officielle n'a daigné effectuer une sortie médiatique pour situer le peuple béninois sur ce qui se passe concernant ce dossier. Et c'est finalement du côté de Lomé que le procureur de Lomé va, à travers un communiqué, informer le monde entier que des étrangers venant du territoire béninois se seraient entrés sur son territoire pour enlever, en violation flagrante des conventions internationales, un citoyen réparti avec. Et ce qu'il faut retenir, il faut d'abord signaler que les faits qui sont reprochés à nos compatriotes, notamment ceux que nous appelons les ravisseurs de Steve Amoussou aujourd'hui, les faits qui leur sont reprochés ne sont pas les mêmes qui ont été en débat lors du verdict du 3 septembre dernier. Je le dis parce que la justice togolaise estime que son territoire a été violé au regard, bien sûr, des règles internationales. Donc, ce que je pense, il s'agit pour moi là d'un embroglio judiciaire. Un embroglio judiciaire parce que la justice de notre pays a procédé en rendant la justice, en tout cas en rendant la justice à Steve Amoussou, en condamnant bien sûr les ravisseurs de Steve Amoussou, notamment Jimmy et son second, je crois que c'est Monsieur Gandaro, Sir Gandaro, Jiro Gandaro. Ils ont été condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes et une amende de 5 millions. Donc là-dessus, je pense que il faut se poser la question. Le mystère reste entier parce que ce n'est pas la justice béninoise
qui avait évoqué en premier ces présumés ravisseurs. Par quelle alchimie se sont-ils retrouvés bizarrement devant le juge pour être condamnés? Nous apprenons que c'est le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui se serait auto-saisi parce qu'il estime que les droits à la liberté de Steve Amoussou ont été violés et qu'il faille lui rendre justice. Donc, je voudrais conclure pour cette première préoccupation pour dire simplement qu'il n'y a rien à comprendre de ces verdicts parce que cela n'a jamais respecté ce qu'on nous a enseigné dans les facultés et mieux encore ce qui se passe de façon habituelle dans le prétoire. Parce que Steve Amoussou n'a pas été régulièrement arrêté par les autorités compétentes pour se retrouver devant le juge de la Criette. En la matière, il faut d'abord signaler que en procédure judiciaire, il y a la forme, la qualité, du présumé coupable, puisqu'il n'est pas encore reconnu coupable à l'époque, oui. Donc, il bénéficie d'une présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès public pendant lequel, bien sûr, ses droits seront défendus par ses avocats. Donc, dès lors que Steve Amoussou a été interpellé de façon illégale, pour moi, le juge ne devait pas statuer. Parce que lorsque la procédure est biaisée, lorsqu'on constate un vice de procédure, le dossier est normalement classé. Alors, monsieur Roger Avossé, vous, le procureur de Lomé à Togo, dans sa déclaration, a cité 5 noms parmi lesquels on a Gandaro et puis Baguidi, puis monsieur Waïn Loufagla. Comme je l'ai dit tantôt, les 2 autres sont condamnés à 12 mois d'emprisonnement ferme. Donc au total 24 mois, dont 12 fermes. Wanilo relâché. Qu'est-ce que la loi a prévu quand il s'agit de ces cas d'enlèvement ou de séquestration? La loi prévoit quoi? Je vais vous lire rapidement ce que la loi a prévu, notamment en m'inspirant de la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal. Donc, s'agissant du droit positif béninois, je crois que c'est la section 5, je crois que c'est la section 5 de la loi qui parle de ce dossier. Il s'agit, la section 5 est logée dans je vais revenir rapidement sur les aspects de la loi en ce qui concerne cet aspect de la chose. Bon, c'est la section 5, bien sûr. Il s'agit des arrestations illégales, des séquestrations des personnes, de la violation de domicile. Et là-dessus, que dit la loi, notamment en son article 567? La loi dit ceci, in extenso. Dans chacun des 2 cas suivants, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de 10 ans à 20 ans. Premier alinéa, à 20 ans. Si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume ou sous un faux nom ou sous un faux ordre de l'autorité publique. Alinéa 2. Si l'individu a été arrêté ou enlevé à l'aide d'un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort. Dans le cas d'espèce, selon ce qu'on nous a dit jusque-là, d'ailleurs, ce qui a sorti des propos de l'un des ravisseurs de Steve Amoussou, il se serait déplacé à Lomé au Togo. Il aurait interpellé Steve Amoussou, avec qui il aurait discuté dans son véhicule. Il ne sait d'ailleurs pas quel alchimie s'est retrouvé dans son véhicule à en croire ses propos. Donc, je pense que là, il s'agit d'un moyen de transport motorisé, parce qu'il s'agit ici d'un véhicule. Nous sommes d'accord. Et conformément à la loi, bien sûr, l'article 567 du Code pénal, donc je m'inspire alors du droit positif béninois, la peine qui est prévue par la loi dans le cas d'espèce, c'est 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle. Et par rapport à cela, nous avons été tous surpris. C'est pourquoi je vous disais d'ailleurs, ce qui s'est passé le 3 septembre dernier sort de l'ordinaire et c'est contraire à ce qu'on nous a toujours enseigné dans l'amphithéâtre de faculté de droit et ce qui se passe de façon habituelle dans le prétoire. Donc, au tribunal, je n'ai jamais assisté à un tel procès où la loi prévoit autre chose. On ne sait pas par quelle alchimie le juge
a qualifié les faits qui sont reprochés à ces ravisseurs-là pour les condamner simplement à 24 mois, dont 12 de prison ferme et 5 millions d'amende. En tout cas, des dommages et intérêts. C'est la criette qui condamne ça. Oui, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, je le disais tantôt, ici, ces condamnations sortent de l'ordinaire parce que par rapport aux faits qui sont reprochés aux ravisseurs de Steve Amoussou, ils sont allés en territoire étranger, ils ont procédé à l'interpellation de façon irrégulière d'un citoyen libre et ils ont pris la responsabilité sur eux de l'amener en terre béninoise qu'ils auraient confié finalement aux autorités de la police judiciaire. Donc là-dessus, je pense que la loi n'a pas été respectée parce que conformément à la loi, au regard des charges qui leur sont reprochées, ils devaient être condamnés au minimum à 10 ans, à 20 ans de réclusion criminelle. Et c'est ce que la loi a prévu par rapport à cette question. Alors, monsieur Roger Avossé, vous, le procureur de Lomé à Togo, dans sa déclaration, a cité 5 noms parmi lesquels on a Gandaro et puis Baguidi, puis monsieur Wain Loufagla. Comme je l'ai dit tantôt, les 2 autres sont condamnés à 12 mois d'emprisonnement ferme, donc au total 24 mois, dont 12 fermes, Wanilo relâché. Je voudrais vous demander, est-ce que ces condamnations annulent-elles le mandat d'arrêt international décerné par le parquet de Lomé? Chers confrères, loin de là, aucunement. Ces condamnations n'annulent aucunement le mandat d'arrêt international décerné par le parquet de Lomé, tout simplement parce que l'élément déclencheur du verdict de Cotonou n'est pas le même que celui de Lomé. Le juge a statué sur les faits concernant l'interpellation illégale, en tout cas pas dans les formes requises par la loi, du Sia Amoussou. Or, ce que les Togolais reprochent à nos compatriotes, notamment Wanilo Médigan Fagla, et ses acolytes, je vais parler de Timi et de son second Giro, et Baguidi. Oui, voilà, le juge togolais estime qu'ils ont violé son territoire et ils ont procédé à l'arrestation de façon illégale sur son territoire sans le consentement des autorités du pays d'accueil qui est Lomé et qui est le Togo dans le cas d'espèce. Donc pour être clair, le procureur spécial de la Criette a condamné les ravisseurs de Steve Amoussou pour arrestation illégale et séquestration. Nous sommes d'accord. Donc la violation des droits à la liberté d'un citoyen, ce qui n'est pas le même que ce que le procureur de Lomé reproche aux ravisseurs. Donc, il s'ensuit que le mandat d'arrêt international décerné par le procureur de Lomé traite de la violation du territoire togolais par des personnes clairement identifiées, puisque c'est suite à l'audition de 2 présumés complices des ravisseurs arrêtés du côté de Lomé que le mandat d'arrêt a été décerné. Donc, les faits, les charges qui leur sont reprochées par la justice togolaise ne sont pas les mêmes que celles qui ont été, sur lesquelles le juge béninois a statué le 3 septembre dernier. Donc, le verdict, en tout cas, le mandat d'arrêt international du juge togolais reste d'actualité jusqu'à ce qu'il décide un jour peut-être de l'annuler ou bien de procéder au classement de ce dossier. Mais à l'heure où nous parlons, ce mandat d'arrêt court toujours et j'en veux pour preuve le sieur, je crois c'est Wanilo Médigan Fagla, il a été acquitté au bénéfice du doute. Il va falloir, au regard de ces charges républicaines, il voyage très souvent. Il va falloir seulement qu'il quitte ce pays pour que vous voyez, pour que vous constatez vous-même de visu si le juge togolais ne va pas exiger son arrestation. Parce que ce qui lui est reproché du côté du Togo n'est pas la même que ce que le juge sur lequel le juge béninois a statué. Maintenant, je voudrais vous demander, après le procès de 3 septembre dernier qui s'est déroulé dans le cadre de l'interpellation des ravisseurs de Steve Amoussou, à quoi peut-on s'attendre le 7 octobre prochain, jour du procès proprement dit de Steve Amoussou? Le 7 octobre prochain, moi, je pense que c'est que les 3 charges d'accusation, notamment harcèlement pour avoir électronique, rébellion et autres, sont des charges très lourdes
et qui tire les sources d'ailleurs de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en ville du Bénin, si mes souvenirs sont bons, ces charges-là sont très lourdes et je crois que les charges reconnues comme contre Steve Amoussou restent entières. Mais là-dessus, j'aimerais donner mon point de vue par rapport à ce procès. En temps normal, au thème du procès du 3 septembre dernier, au thème du procès, le verdict, je vais parler du verdict du mardi dernier, Steve Amoussou devait être purement et simplement libéré et rester peut-être sous convocation parce qu'il n'a pas été interpellé dans les règles réglementaires de la loi. Et là-dessus, je crois que garder Steve Amoussou, alors que le juge même a reconnu qu'il a été arrêté de façon illégale, contrairement aux textes de la loi, aux textes de loi en vigueur dans notre pays. Donc, par conséquent, la procédure judiciaire étant biaisée au départ, normalement, Steve Amoussou devait purement simplement acquitter. Malheureusement, nous avons constaté, d'ailleurs, que c'est le procureur de la Criette qui s'est auto-saisi du dossier pour juger les ravisseurs de Steve Amoussou au regard de l'embrouille judiciaire qui a toujours entouré ce dossier depuis le 12 août 2024. Steve Amoussou serait kidnappé pour une affaire de 10 millions selon les déclarations de ses ravisseurs. Mais il a été déposé pour 3 chefs d'accusation. Qu'en pensez-vous, M. Avossefou? C'est de cela que je parlais justement. C'est pourquoi je vous disais à l'entame de mon intervention qu'il s'agit d'un embrouillage judiciaire. Voilà, nous sommes dans un pays de droit. Lorsque, de vous à moi, lorsque quelqu'un vous doit, vous vous rapprochez des autorités compétentes pour que cette personne-là soit interpellée et pour que justice vous soit rendue. Mais voilà qu'on nous parle d'un certain Aïe Marcelin qui vit en terre indonésienne, je crois qu'il y a Jakarta. Indonésie, bien sûr, la capitale c'est Jakarta, je crois. Donc, là-dessus, est-ce qu'il revenait à Géro, Bagidi et puis son ami Timi d'aller en terre togolaise pour procéder à l'arrestation ou bien au kidnapping de Siamoussou? Ils ne sont pas de la justice, à notre connaissance. Lorsque quelqu'un vous doit, normalement, c'est de ça que je parlais pour vous dire que ce qui s'est passé lors du verdict dans le procès de la fois dernière, ça sort de l'ordinaire. Cela ne s'entend pas. Parce que rien de ce qui a été prévu par les textes de la loi n'a été respecté. Parce que, à mon entendement, le juge n'a jamais estimé qu'il fallait écouter le sieur Aïe Marcelin, le présumé à qui Steve aurait dû 10 millions. Il n'a jamais émis le besoin de l'écouter pour savoir sa version des faits. Je rappelle que ce sont nos compatriotes qui sont désormais dans les mailles de la justice togolaise qui, suite à leur audition, ont fourni des informations aux autorités togolaises pour que le procureur ponde un communiqué dans lequel il a nommément cité le sieur Wanilo, Médégan Fagla et les autres. Mais le juge béninois n'a jamais estimé qu'il est important d'écouter ceux-là et il a tranché. Donc pour moi, il y a eu une envie de vider ce dossier et le frapper peut-être du sceau de l'autorité de la chose jugée afin que le dossier soit définitivement classé. Mais loin s'en faut parce que, je l'ai dit tantôt, le mandat d'arrêt décerné par la justice togolaise est toujours d'actualité, est toujours en cours. Et lorsque nos compatriotes vont finir de piger les peines ici au Bénin, et lorsqu'ils vont voyager, je crois qu'ils seront surpris d'être interpellés par la justice togolaise pour la simple raison que les charges qui leur sont reprochées ne sont pas les mêmes que sur lesquelles le juge béninois a statué. Donc, le mystère reste entier à mon niveau. De 7 octobre prochain, certainement, le sieur Steve Amoussou va répondre des charges qui lui sont reprochées. Et là-dessus, là encore, il faut d'abord lever un énigme. Parce que, ici, une énigme parce que on nous parle de Steve Amoussou. Tantôt, certains parlent de frère Rumvi. Et d'après le verdict. Juste après le rap qui s'est produit le lundi, dans la nuit du lundi 12 août 2024 à Lomé,
Martin Rodriguez, les membres de l'opposition béninoise et l'avocat de Steve Amoussou, Maître Baparapé, ont tous crié « Libérez Frère Onvi, libérez Frère Onvi ». Après, on a commencé par lire Steve Amoussou. Le jeu n'est-il pas flou là? On dit Frère Onvi, on dit Steve Amoussou. Oui, le jeu est flou parce que c'est une énigme, comme je l'ai dit tantôt, qu'il faille relever. Parce que tant que le juge ne va pas établir de façon claire, tant que le juge n'aura pas la preuve matérielle que Steve Amoussou est Frère Onvi, il lui sera difficile de statuer. Parce que dans les chroniques dans lesquelles le Frère Onvi a souvent attaqué les autorités, en tout cas par rapport à ce qui lui est reproché jusque-là, si je me base sur les charges, bien sûr, c'est Steve Amoussou, pas Steve Amoussou, mais c'est plutôt le Frère Onvi qui faisait les chroniques. Donc, il revient maintenant au juge d'établir la relation entre la personne physique Steve Amoussou à sa disposition et le mystérieux Frère Onvi pour statuer. Parce que les faits qui sont reprochés au Frère Onvi, la preuve, à l'heure où nous parlons, ils n'ont pas encore statué sur ces faits, mais ils se sont statués sur l'enlèvement, la séquestration et la violation du territoire peut-être togolais par des compatriotes à nous. Donc là-dessus, et il faut déjà remarquer que c'est Steve Amoussou qui était devant le procureur et ce sont les droits de Steve Amoussou qui ont été violés et c'est sur ça que le juge a statué et non Frère Onvi. Donc, les jours à venir, les semaines à venir, nous réservons encore beaucoup de surprises, agréables ou désagréables, je ne saurais le dire. Ce qui est important aujourd'hui à noter, c'est que le juge a condamné 2 ravisseurs de Steve Amoussou au motif qu'ils l'ont enlevé illégalement, en tout cas contrairement à la loi, en territoire étranger. Et là-dessus, le sieur Wanilo Médégan Fagla a été simplement purement acquitté au bénéfice du doute. Pour quelle raison? Parce que le juge n'a même pas écouté. Je veux vous dire aussi, le procureur du côté de Lomé n'a peut-être pas encore dévoilé toutes les informations à son niveau, à lui fournir par nos compatriotes qui sont gardés, qui sont en détention préventive du côté de Lomé. Donc, peut-être qu'il y a des informations maintenant qui vont impliquer d'autres autorités de ce pays ou bien d'autres complices étrangers. Nous ne le savons pas. Donc, le mystère reste entier, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a une envie farouche de vider ce dossier, comme j'ai dit tantôt, histoire de le frapper du sceau de l'autorité de la chose jugée pour que le dossier soit classé. Mais loin s'en faut, parce que les autorités togolaises n'ont certainement pas encore dit les derniers mots en ce qui concerne ce dossier, parce qu'il s'agit de leur territoire qui a été violé. Et nous n'avons pas, à l'heure où nous parlons, toutes les informations fiables pour vraiment faire une analyse minutieuse des faits. Donc là-dessus, je crois que les jours à venir, les semaines à venir, nous réservent beaucoup de surprises. Que Dieu nous prête vie. Le 7 octobre, ce n'est pas loin. Et nous verrons ce qui va se passer. Mais je pense que il est important que ceux qui étaient dans la voiture avec Steve Amoussou, parce qu'il aurait reconnu les sieurs Jimmy et Zero, mais il y avait 2 autres hommes cagoulés dans la voiture qui sont toujours restés jusqu'à l'heure où nous parlons introuvables. Le juge n'a pas daigné même important de leur demander ce qu'ils ont, ceux qui étaient derrière la cagoule, mais on a vite tout fait de statuer sur le dossier, de le vider et de les condamner à 24 mois de prison, dont 12 fermes, 5 millions de dommages et intérêts, en violation d'arrêt flagrant de l'article 767 dont que je viens de vous faire lecture, qui stipule que en cas d'enlèvement d'un moyen, par l'entremise d'un moyen de transport motorisé, en réalité, les charges, les peines, c'est de 10 ans à 20 ans de révision criminelle à perpétuité. Merci à vous, Monsieur Roger Avancé-Vous. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien que je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité du journal, en direct dans le journal. Je voudrais vous demander quel est votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est que je voudrais que les juges de notre pays, que la justice de notre pays
fasse un effort pour placer au centre des décisions qui lui seront quand même qui seront soumises à son appréciation l'article 126, bien sûr, qui dit la justice est rendue au nom du peuple béninois. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Donc, quelle que soit l'origine des pressions, le juge doit savoir que sa responsabilité est engagée. Il a été choisi au nom du peuple béninois. Il doit rendre la justice au nom du peuple béninois et il ne peut que avoir comme référence que la loi. C'est seulement et simplement ce que la loi dit qu'il doit normalement suivre. Quelle que soit la pression, il ne devait pas se laisser faire. Et là-dessus, je crois quand même qu'il est important que nous sachions que nous sommes dans un pays de droit. Force doit rester à la loi. Quand quelqu'un commet un acte, il doit être prêt à assumer la responsabilité et les charges qui lui seront quand même affligées. Et là-dessus, ma détermination reste très là-dessus. Nous devons faire un effort pour savoir que nous sommes dans un pays de droit et nous devons respecter la loi, rien que la loi. Une fois encore, merci à vous, M. Avossé-Vous, d'avoir accepté d'être notre invité en direct dans ce journal. Nous espérons vous retrouver très prochainement, certainement sur un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Pour bénéficier de vos droits et avantages auprès de votre homme, assurez-vous que vous êtes une bonne femme, car un bon chauffeur souhaite toujours conduire une bonne voiture. À lundi prochain.